Lee Duffy était fait pour la violence. Sa présence dans une aile de prison terrorisait même les détenus les plus dangereux. Il mesurait 1,93 m, avait un cou épais, des épaules taillées dans la pierre et des coups si rapides et si puissants qu'il cassait des os quand il touchait. Les entraîneurs disaient qu'il avait les qualités naturelles pour aller très loin en boxe. Mais Lee Duffy n'est pas devenu champion de boxe. Il a dominé une arène bien plus effrayante, la rue et les coursives de prison. À Teesside, son nom imposait déjà le respect bien avant son entrée dans le système pénitentiaire. Ses proies étaient les videurs les plus durs, les bagarreurs et les gangsters que les cités les plus dures avaient à offrir. À l'intérieur, les dossiers de renseignement le classaient à haut risque pour une seule raison: une violence exercée sans hésitation et avec une brutalité totale. Duffy s'est attaqué aux deux, ne leur a laissé aucune chance et les a tous les deux anéantis. Il les a laissés en sang sur le sol avec environ 5 coups de poing. Donc, il était couvert de sang, un surveillant a entendu ce qu'il disait au magasinier, puis il est allé voir dans la douche, a vu 2 silhouettes au sol, abîmées, et a déclenché l'alarme. Alors tout le monde s'est mis à courir vers Lee Duffy, et Lee Duffy restait là, face à eux. Ce n'était pas un tueur en série. Il ne purgeait pas une peine à perpétuité pour meurtre. Ce qui le rendait redouté, c'était sa volonté de tester n'importe qui, n'importe où, y compris dans un système carcéral construit pour contrôler des hommes qui avaient commis des crimes bien pires que ceux de Duffy. Alors, comment un bagarreur de rue féroce de Teesside, avec le corps d'un athlète olympique, a-t-il fini par régner sur les coursives par la violence? Et comment cette même réputation lui a-t-elle créé des ennemis prêts à lui ôter la vie? Pour le comprendre, il faut revenir à Lee enfant et à la façon dont ses premières années ont contribué à expliquer l'avenir violent de Duffy. Avant les bagarres en prison, avant les portes, avant la réputation, Lee Duffy était un enfant harcelé à South Bank. Né en 1965, élevé dans un quartier dur de Middlesbrough dans les années 70, il n'a pas commencé sa vie comme le plus grand garçon de la pièce. Il était maigre, il respirait mal par le nez et marchait la bouche ouverte. Les autres enfants l'ont remarqué. Ils le remarquent toujours, on se moquait de lui, on lui donnait des claques derrière la tête, on le testait avec des garçons de plusieurs années plus âgés que lui. Plusieurs personnes qui ont grandi avec lui racontent la même chose. Lee a été fortement harcelé, au moins jusqu'à 12 ans. Des jeunes de 19 ans frappant un enfant de 10 ans. Même les jours où on ne le frappait pas, on se moquait de lui. Mais il y a un détail important. Quand on le mettait à terre, il se relevait. Quand il prenait une raclée, il repartait à pied. Il marmonnait entre ses dents, sans rien montrer. À l'extérieur, il paraissait passif. À l'intérieur, il enregistrait tout. La maison n'adoucissait rien. Sa mère était aimante, mais son père pensait qu'il était trop tendre. La solution, c'était la violence et la boxe. L'endurcir, le rendre plus dur. Il y avait du chaos domestique à la maison. Une lignée familiale où le fait de se battre était presque présenté comme un héritage. Lee a grandi en voyant des hommes régler leur statut avec leurs poings. Alors il a appris cette langue. Il a toujours été grand, toujours large d'ossature. Mais au milieu de l'adolescence, il a vraiment commencé à se remplir. Haltère, sac de frappe, répétition. On lui a appris à frapper depuis la hanche, pas d'avertissement, pas de mise en scène, juste l'impact. Et quand la force physique a rattrapé le ressentiment, quelque chose a changé. Il existe une histoire de la fin de son adolescence. Il entre dans une ruelle et voit l'un des garçons qui le harcelait autrefois. À ce moment-là, Lee est plus grand, plus fort. Il le frappe si fort que l'homme s'écroule. Puis il reste debout, au-dessus de lui, et lui crie des mots qui montrent clairement que ce n'est pas un hasard. C'est un règlement de compte. L'enfant harcelé était revenu avec intérêt. La violence l'a peut-être aidé à reprendre le pouvoir, mais elle est devenue une obsession. Lee Duffy n'était pas motivé par l'argent. Il n'était pas motivé par l'idéologie. Il était motivé par la hiérarchie. Il avait grandi tout en bas. Et une fois qu'il a eu la taille et la force pour inverser cette hiérarchie, il n'a plus jamais voulu se sentir petit. Au début de la vingtaine, Lee Duffy ne cherchait plus à faire ses preuves. Il les imposait sur les portes de Teesside. Il écrasait des durs déjà connus. Les dealers étaient taxés. Les dettes étaient recouvrées. La violence était courte, explosive et décisive. La plupart des bagarres se terminaient en un seul coup. Mais en 1988, dans un pub de Middlesbrough, il a porté un coup qui est allé trop loin. Un seul coup de poing, une pommette pulvérisée, des dégâts permanents, la cécité d'un œil. La plupart des gens avaient trop peur pour témoigner au tribunal contre Lee Duffy. Cet homme l'a fait. Duffy a pris 4 ans de prison et c'est là que le mythe se durcit. À l'intérieur, il n'a pas rétréci. Sa peine est devenue un circuit de prison du Nord, transferts, incidents, problèmes disciplinaires. Lancaster, Strangeways, Walton, Holme House,
Durham, Armley. Le système le déplaçait au lieu de le contenir. Ce n'était ni un tireur, ni un stratège, ni un homme d'affaires. C'était un homme de main physique dans un environnement où la hiérarchie faisait tout. Et dans cette hiérarchie, un nom pesait depuis des années. Paul Sykes, ancien boxeur professionnel, présence violente en détention, homme qui terrorisait les coursives bien avant l'arrivée de Duffy. On dit que pendant cette période, Duffy le voulait. Non pas pour le statut dans la rue, mais pour le statut à l'intérieur. En prison, les réputations ne s'héritent pas, elles se prennent. Et Lee Duffy avait passé toute sa vie à corriger le souvenir d'avoir été petit. Maintenant, il se trouvait dans une arène où la taille, le courage et le timing décidèrent de tout. L'enfant harcelé de South Bank était entré dans un système entièrement construit sur la hiérarchie. Et il n'avait aucune intention d'en occuper le bas. La prison de Durham était la prison locale de Lee Duffy, un établissement avec son propre ordre interne, sa propre structure de pouvoir. Et dans cette structure se trouvait Paul Sykes. Des histoires circulaient parmi les détenus. Sykes aurait pris des libertés avec de plus jeunes prisonniers. Il aurait utilisé l'intimidation au-delà de la simple violence. Aucune victime confirmée n'a publiquement étayé ces accusations. Mais dans le système carcéral, la perception est souvent plus puissante que la preuve. Vrai ou faux, les rumeurs comptaient parce que Duffy les avait entendues. Et Duffy détestait ce qu'il croyait que Sykes représentait. C'était la prison locale de Duffy, pas celle de Sykes. À ses yeux, il ne pouvait y avoir qu'un seul homme au sommet. Selon Brian Cockerill, un homme qui connaissait très bien Duffy à l'extérieur, Lee supportait mal la manière dont les jeunes gars du Nord étaient traités en détention. Il voyait Sykes comme quelqu'un qui les terrorisait. Peut-être que cela lui rappelait sa propre expérience du harcèlement. Que cette évaluation soit juste ou non est presque secondaire. Ce qui compte, c'est que Duffy croyait ces histoires. Et en prison, la croyance pousse à la confrontation. J'ai du mal à en parler, ça me touche un peu. Lee allait protéger les jeunes. Alors, il a dit « Sykes est en train de passer. Regardez-moi cette espèce de type horrible et laid. » Alors Duffy a lancé « Hé, Sykes !» Et moi, je me suis dit « Il te parle à toi. » Et il a dit « Toi. » On ne l'avait jamais entendu crier comme ça. C'était la première fois que je l'entendais crier. La première fois que j'entendais quelqu'un lancer en hurlant « Allez maintenant, toi et moi, allez !» Il lui criait dessus pendant que les surveillants l'emmenaient d'abord vers l'aile 2, puis vers l'aile 3. C'était un vieux surveillant qui l'emmenait. Il y avait 9 surveillants autour de Lee Duffy, et Sykes a baissé la tête comme ça. Il s'est figé. Exactement comme quand il a tourné le dos à John L. Gardner. Il s'est complètement dégonflé, parce que Lee était là, et Lee était le roi. Après ça, tout le monde criait. D'un coup, tout le monde était derrière les portes, et toutes les portes se sont mises à hurler. « Duffy! Lee! Duffy !» Tout l'établissement a explosé. Comme souvent, les versions diffèrent avec les années. Jamie Boyle, auteur du livre sur Lee Duffy et Paul Sykes, a interrogé un surveillant de prison qui a confirmé qu'il se trouvait dans la même prison, mais a dit qu'on les gardait à des extrémités opposées à cause du risque de violence. Quand Lee Duffy a été libéré, son nom pesait encore plus lourd. Son nom est devenu redouté dans les prisons du Nord pour avoir arraché les réputations des autres. Au moment de sa sortie, il n'était plus l'enfant harcelé de South Bank. C'était une présence reconnue en prison. Même Charles Bronson dira plus tard qu'il aimait bien Lee. Il l'a décrit comme une force qu'il avait rencontrée en 1988. Il a affirmé qu'il s'était associé à l'intérieur pour passer à tabac un agresseur sexuel et l'avait laissé gravement blessé. La réputation de Duffy en prison était immense, mais la prison fige le temps. La rue, elle, ne le fige pas. Pendant qu'il était enfermé, les hommes qu'il avait taxés avant sa peine s'étaient regroupés. Ils avaient de l'argent, ils avaient de l'influence, et ils n'avaient pas oublié. À sa sortie, Lee est revenu à Middlesbrough, plus menaçant que jamais, plus fort physiquement, plus dur psychologiquement, moins freiné. Mais cette fois, l'opposition ne voulait pas se battre contre lui. Elle voulait le faire disparaître. Des dealers sur lesquels il avait autrefois fait pression auraient mis des moyens en commun. On a parlé de contrats. Des tueurs venus de Birmingham ont été amenés. En quelques mois, plusieurs tentatives ont été faites pour le tuer. Dans une boîte de nuit, 2 hommes armés ont ouvert le feu. Duffy a survécu grâce à son instinct et à son athlétisme, en plongeant derrière le bar. Il a été touché au pied, mais il a vécu. Devant une maison, on lui a encore tiré dessus, cette fois à la jambe. À une autre occasion, on lui a jeté de l'essence dessus pour essayer de l'enflammer. Il a mis l'attaquant inconscient avant qu'on puisse le brûler vif. Chaque fois, il a refusé toute protection. Selon l'enquêteur principal du dossier, qui parlera plus tard à Sean Atwood, Duffy ne voulait aucune aide de la police, aucune escorte, aucune intervention. Il réglerait cela lui-même. Lee Duffy a été touché par balle. Il est à l'hôpital général de Middlesbrough. Je suis allé le voir
Et c'était le garçon le plus gentil qu'on puisse rencontrer. Grand, avec des bras 3 fois plus gros que les miens, un cou d'éléphant, mais un garçon gentil, plutôt beau gosse, mais il était immense. Il faisait environ 1,93 m, quelque chose comme ça, comme Dolph Lundgren, alors. Oui, ouah, et des mains, comme des pelles, très gentil aussi. Il a dit, écoute, il n'y a aucune chance que je te fasse une déclaration. Aucune. Il a dit, fais ce que tu as à faire, je ne ferai pas de déclaration. Je ne coopérerai pas. Et c'était la fin. Mais quand l'escalade devient constante, les issues se réduisent. Au final, ce ne sont pas des tueurs à gages qui l'ont arrêté. C'est quelqu'un qui le connaissait, David Allison, un hooligan du football, un ancien associé, un homme qui s'était déjà battu avec Lee auparavant et qui n'avait jamais reculé devant lui. Il y avait de la tension entre eux depuis des années. Bagarre, fierté, statut. L'affrontement final a été brutal. Lee était en train de donner une violente correction à Halo quand on a glissé un couteau à Halo et il a poignardé Lee sous l'aisselle. Une seule blessure à un endroit vulnérable. Elle a été mortelle. Non, très peu de choses, à part une blessure sous l'aisselle, sous le bras. À part cette blessure que nous avons examinée, il n'y avait presque rien sur lui. Presque rien. Quelques petites égratignures, ici et là, et c'était tout. C'était un tel gâchis. Un immense gâchis. Et on s'est dit, vous savez, et à ce moment-là, j'avais 2 enfants, puis 3 enfants, et je me dis, c'est tragique ce qui s'est passé. Le jury l'acquittera plus tard, au nom de la légitime défense. Lee Duffy est mort à 26 ans. Il a laissé derrière lui une famille en deuil, des amis, une réputation qui circule encore des décennies plus tard, et un destin commencé avec un enfant harcelé de South Bank qui avait décidé qu'il ne se sentirait plus jamais petit.